Le Sénégal, champion sur le terrain, célébré par tout un peuple, porté par l'émotion d'une finale arrachée, a été officiellement déchu de son titre. 3-0 sur tapis vert. Titre attribué au Maroc. Et à cet instant précis, quelque chose s'est brisé, pas seulement un résultat, pas seulement un trophée, la crédibilité même de la Confédération africaine de football, car derrière cette décision, il n'y a pas qu'un débat juridique, il y a deux visions du football qui s'affrontent. D'un côté, le règlement de la CAF avec ses articles 82 et 84. Si une équipe quitte le terrain sans autorisation, elle perd définitivement. 3-0. De l'autre, les lois du jeu de l'IFAB qui rappellent une vérité fondamentale. Une fois le match terminé, une fois le coup de sifflet final donné, le résultat est sacré, intouchable, deux textes, deux interprétations, deux réalités et entre les deux, un gouffre. Mais en réalité, l'histoire ne se limite pas aux articles de règlement ni aux interprétations juridiques. La vraie histoire se joue ailleurs. Elle se joue loin des caméras, dans ces couloirs feutrés où les décisions se murmurent avant d'être officialisées, dans ces réunions fermées où un silence vaut parfois plus qu'un vote, dans cet espace trouble où le football cesse d'être un jeu pour devenir un rapport de force. Revenons au point de bascule, à ce moment précis où tout aurait pu rester sous contrôle, mais où tout a commencé à déraper. Sur le terrain d'abord, les joueurs sénégalais quittent la pelouse. Un geste fort, un geste rare. Puis ils reviennent. Et à cet instant-là, le règlement est clair, sans ambiguïté. Une sortie de terrain non autorisée doit être sanctionnée. Carton jaune, c'est une règle simple, connue, appliquée partout. Mais ce soir-là, elle ne l'est pas. Le carton ne sort jamais. Pourquoi ? Parce que, selon plusieurs sources internes concordantes, une intervention directe aurait eu lieu. Le responsable de l'arbitrage au sein de la Confédération africaine de football descend des tribunes. Il s'adresse à l'arbitre et lui demande explicitement de ne pas appliquer le règlement. À partir de là, une ligne est franchie. Ce n'est plus une erreur d'arbitrage, ce n'est plus une interprétation, c'est une ingérence. Claire, assumée, déstabilisante. Et dans un sport où l'autorité de l'arbitre est censée être absolue, ce type d'intervention change tout. Parce qu'à partir de cet instant, le match n'est plus totalement maître de son propre destin. Mais ce n'était qu'un premier signal. Un avertissement, car derrière, la machine institutionnelle se met en marche. Commission, audition, délibération. En première instance, la CAF semble chercher un équilibre. Elle temporise, elle évite le choc frontal. Les sanctions restent mesurées, presque prudentes. Comme si l'on cherchait à contenir une crise plutôt qu'à la trancher, mais en coulisses, une autre réalité se dessine, plus complexe, plus tendu, les positions se durcissent, les certitudes vacillent et surtout la méfiance s'installe. Du côté marocain, une question commence à émerger et elle est lourde de sens. Le processus est-il réellement impartial ? Le doute s'insinue lentement, mais sûrement, parce qu'au sommet de la CAF, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Une fracture s'est ouverte, visible pour certains, silencieuse pour d'autres, mais bien réelle. Entre Patrice Motsepe, président de l'instance, et Fouzi Lekja, figure centrale du football marocain et acteur influent au sein des instances africaines. Deux hommes, deux trajectoires, deux visions du pouvoir. L'un incarne une présidence contestée, parfois jugée distante. L'autre, une montée en puissance stratégique, méthodique, structurée. Au départ, une collaboration, puis des désaccords. Et aujourd'hui, une rivalité qui ne dit pas toujours son nom. Dans ce contexte, chaque décision devient sensible, chaque silence suspect, chaque prise de position interprétée. Et la question n'est plus seulement de savoir qui a raison sur le plan réglementaire, mais de comprendre qui influence quoi, qui pèse sur qui et jusqu'où. Car lorsque le sportif se mélange au politique, le terrain perd de sa souveraineté. Et ce qui s'est joué autour de ce match dépasse largement les 90 minutes. C'est une lutte d'influence, un affrontement de vision, un moment charnière pour l'avenir du football africain. Et à ce stade, une certitude commence à s'imposer. Ce dossier n'est pas seulement une affaire de carton jaune oublié, c'est le révélateur d'un système sous tension, un système où les décisions ne sont plus seulement prises, mais parfois orientées, et où, progressivement, la frontière entre jeu et pouvoir devient de plus en plus floue. Ce conflit, en réalité, dépasse très largement les limites du terrain. Il ne s'agit plus seulement de football. Il est question de pouvoir, d'influence et, surtout, de l'avenir même de la Confédération africaine de football. Car derrière cette affaire, deux figures cristallisent toutes les tensions. Patrice Motsepe, président en exercice, fragilisé en interne, contesté sur sa gouvernance, parfois perçu comme éloigné des réalités du terrain.
Face à lui, Fouzi Lekja, stratège redouté, homme de réseau, devenu au fil des années un acteur incontournable du football africain. 2 hommes, 2 centres de gravité, et entre les deux, une institution qui vacille, tiraillée, fragilisée, exposée. Puis arrive l'appel. Et là, tout bascule. Ce qui semblait encore incertain devient soudain définitif. Le Maroc récupère le titre. Un renversement total, brutal, presque irréel. Mais au fond, ce n'est même pas la décision qui choque le plus, c'est son parfum, une impression persistante, troublante, comme si tout avait déjà été écrit avant même d'être annoncé. Car très vite, des signaux faibles émergent, des informations qui circulent en amont, des réunions qualifiées de confidentielles, voire secrètes, des membres du comité exécutif qui s'inquiètent et alertent. Alors une question s'impose, simple, frontale, inévitable. Comment une décision aussi lourde, aussi sensible peut-elle fuiter de cette manière? Comment, dans une organisation censée garantir la confidentialité et l'indépendance de ses organes, un tel scénario est-il possible? La réponse, elle, dérange, parce qu'elle vient confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà sans pouvoir le prouver. Les commissions ne seraient plus totalement indépendantes. Elles ne fonctionneraient plus en vase clos. Elles ne seraient plus imperméables aux influences extérieures. Elles seraient sous pression, une pression diffuse, difficile à tracer, mais bien réelle, politique, stratégique, silencieuse. Et c'est précisément cela qui inquiète, parce que lorsque les organes censés garantir l'équité commencent à vaciller, c'est tout l'édifice qui tremble. Et pendant ce temps-là, en interne, la situation se dégrade. Le climat devient irrespirable. Un secrétaire général contesté, maintenu en fonction malgré des règles qui devraient théoriquement l'écarter. Des décisions administratives prises unilatéralement. Des licenciements dénoncés comme abusifs, voire arbitraires. La confiance s'effrite. Les dirigeants, eux, ne se parlent plus vraiment. Ils s'observent, se contournent, s'accusent, souvent en privé, rarement en public. Les réunions deviennent électriques. Chaque prise de parole est calculée. Chaque silence est interprété. Même les espaces informels, comme les groupes WhatsApp internes, se transforment en véritables arènes, des lieux d'affrontement, de tensions permanentes, où les désaccords éclatent sans filtre. Oui, le football africain en est là aujourd'hui, à un point de rupture. Un moment charnière où les luttes d'influence prennent le pas sur le jeu, où les décisions sportives semblent contaminées par des enjeux politiques, où l'institution elle-même donne le sentiment de perdre pied. Et dans ce contexte, la question n'est plus seulement de savoir qui a gagné ou perdu cette CAN. La vraie question est ailleurs. Que reste-t-il de la crédibilité du système? Et surtout, jusqu'où cette crise peut-elle encore aller? Et puis, au cœur de cette tempête, il y a un élément dont tout le monde parle à voix basse. Un dossier, un rapport interne, un audit commandé dans un contexte déjà sous tension. Un document que certains décrivent comme explosif et que d'autres préfèrent ne jamais évoquer publiquement. Pourquoi? Parce que, selon plusieurs sources concordantes, ce rapport ne se contenterait pas d'aligner des constats. Il dresserait un tableau complet, sans filtre, sans concession, dysfonctionnement structurel, pratiques contestées, pressions internes, décisions orientées. Autrement dit, tout ce que beaucoup soupçonnent depuis des années, mais que personne n'a jamais pu prouver noir sur blanc. Et pourtant, ce document existe, mais il reste enfermé, consultable par quelques privilégiés, sous conditions strictes, protégé, contrôlé, verrouillé, car une chose semble faire l'unanimité en interne. S'il venait à être rendu public, ce ne serait pas une polémique, ce serait un séisme capable d'emporter des carrières, de fragiliser des institutions et peut-être même de remettre en cause l'équilibre actuel du football africain. Alors, dans ce climat lourd, chacun avance ses pions. Certains choisissent le silence, stratégique, calculé. D'autres laissent filtrer des informations, à demi-mot, à demi-voix. D'autres encore observent, attendent, guettent le moment opportun. Car dans ce type de crise, le timing est une arme. Et pendant ce temps-là, une réalité s'impose. Le football, celui que l'on voit, celui qui se joue sur la pelouse, est presque devenu secondaire. Le véritable affrontement, lui, se déroule ailleurs, dans les bureaux, dans les réunions fermées, dans les jeux d'influence. C'est là que se décide l'issue des batailles les plus importantes. Sur le plan sportif, pourtant, le feuilleton est loin d'être terminé. Le Sénégal refuse de s'incliner. La riposte s'organise. Cap désormais sur le tribunal arbitral du sport, juridiction suprême en matière de litiges sportifs. Mais cette nouvelle étape ouvre un autre chapitre, plus long, plus complexe et surtout
profondément incertain, car devant le TAS, le droit se mêle souvent à la politique. Les procédures s'étirent, les décisions prennent du temps. Et pendant ce temps, le doute continue de grandir, un doute qui dépasse ce simple dossier, un doute qui s'installe durablement, parce que cette affaire soulève une question fondamentale, une question que beaucoup évitaient jusqu'ici, mais qui s'impose désormais. Qui contrôle réellement le football africain? La Confédération africaine de football, officiellement garante de son organisation, ou des forces plus diffuses, plus puissantes, capables d'influencer, d'orienter, voire de décider dans l'ombre? Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette affaire laissera une trace profonde, durable, peut-être même irréversible, parce qu'elle a exposé au grand jour les fragilités d'un système, parce qu'elle a ébranlé la confiance des supporters, des joueurs, des observateurs. Et surtout, elle pourrait marquer un tournant, le début d'une fin pour certains équilibres établis, la fin d'un fonctionnement toléré trop longtemps, la fin d'une certaine idée du football africain où le terrain restait, malgré tout, la seule vérité. Ou alors, le début d'une prise de conscience, une opportunité peut-être de reconstruire, de réformer, de redonner au jeu sa place centrale. Car au fond, c'est bien là l'essentiel. Quand un match ne suffit plus à désigner un vainqueur, quand les décisions se déplacent hors du terrain, alors le football perd une part de son âme. Et une chose est sûre, cette histoire n'en est qu'à ses débuts. Les prochains mois seront décisifs. Et ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien redéfinir l'avenir du football africain tout entier.